Selon les neurosciences, ce moment où tu rêves que tu tombes dans le vide, puis que ton corps sursaute violemment, ce n'est pas un bug, c'est ton cerveau qui croit que tu es en train de mourir. Ce phénomène s'appelle le sursaut hypnique, et il arrive quand ton corps se relâche plus vite que ton cerveau ne l'avait prévu. Tes muscles se détendent d'un coup, ta respiration ralentit, ton rythme cardiaque baisse, et ta partie la plus primitive, celle qui date de l'époque des branches et des falaises, pense que tu es en chute libre. Alors elle panique, elle appuie sur un bouton d'urgence, elle t'envoie une décharge d'adrénaline pour te réveiller immédiatement, comme si ta survie en dépendait. Le plus étrange, ce réflexe vient d'un monde où s'endormir dans un arbre pouvait vraiment signifier la mort. Les humains qui sursautaient à temps survivaient et transmettaient ce mécanisme. Toi, aujourd'hui, tu dors dans un lit, mais ton cerveau, lui, n'a jamais totalement évolué. Ce sursaut, tu l'as peut-être vécu des centaines de fois. Tu ne t'en souviens presque jamais, parce que ton cerveau efface l'événement dans les secondes qui suivent. Et pourtant, pendant une fraction d'instant, une partie de toi a vraiment cru tomber, chuter, disparaître. Alors la prochaine fois que ton corps se contracte et que ton cœur s'emballe sans raison, ne t'inquiète pas, c'est juste ton système de survie ancestral qui vérifie encore une fois que tu es vivant. D'après les neurosciences, il est impossible de vraiment se chatouiller soi-même. Et pourtant, on connaît tous cette sensation. Quand quelqu'un d'autre le fait, le corps réagit instantanément sans qu'on puisse la contrôler. Mais dès qu'on essaie de le faire soi-même, plus rien. Parce que ton cerveau anticipe. Il prédit chaque mouvement que tu fais avant même que tu le fasses. Il envoie ce message à ton corps. Ne réagis pas, c'est moi. C'est le même mécanisme qui te permet de marcher sans réfléchir ou de taper sur ton téléphone sans regarder. Mais ce système de prédiction a un revers. Quand ton cerveau devient trop fort à anticiper, il ne se limite plus à tes gestes. Il commence à anticiper les dangers, les jugements, les émotions. Il imagine des scénarios avant qu'ils arrivent. Et ton corps réagit comme si c'était déjà réel. C'est là que naît l'anxiété, une réaction physique à une menace qui n'existe pas encore. Et tu vois, ce réflexe-là, c'est exactement le même qui t'empêche de te chatouiller. En psychologie, les personnes qui ont l'impression de pouvoir lire dans les pensées de leur meilleur ami présentent en réalité des signes de ce qu'on appelle la neurosynchronie. C'est quand deux cerveaux se synchronisent, littéralement, un peu comme du Wi-Fi. C'est pour ça que ton ami proche et toi riez des mêmes choses étranges, terminez les phrases de l'un et l'autre, et parfois n'avez même pas besoin de mots pour vous comprendre. Des études utilisant l'imagerie cérébrale ont montré que les meilleurs amis présentent presque la même activité dans les zones liées aux émotions, à l'empathie et à la prise de décision. En d'autres termes, ton cerveau ne se contente pas de réagir à ton ami, il le reflète. Avec le temps, passer suffisamment d'heures ensemble apprend à votre système nerveux à bouger au même rythme que le sien. C'est pour ça que passer du temps avec les bonnes personnes est si puissant. Ton cerveau télécharge constamment ce qui l'entoure, s'accordant avec l'humeur, aux habitudes et même à la façon de penser des autres. Un meilleur ami qui te fait sentir compris ne rend pas seulement la vie plus légère, il façonne la manière dont ton cerveau perçoit le monde. Alors la prochaine fois que ton meilleur ami et toi riez à en perdre le souffle sans raison, rappelle-toi, ce n'est pas juste de la chimie, c'est vos cerveaux branchés sur la même fréquence. L'un des trucs les plus étranges du cerveau, c'est sa capacité à te faire croire que tu es la même personne alors qu'en réalité, tu changes tout le temps. Chaque seconde, des millions de neurones s'activent, se déconnectent, se reforment, et pourtant, ton cerveau recolle tout ça pour raconter une seule histoire. Toi, techniquement, tu n'es jamais vraiment la même personne deux fois, mais ton cerveau adore l'illusion de continuité, alors il efface les différences pour garder un sentiment de cohérence. Un simple changement chimique ou un petit choc et ta personnalité peut glisser du jour au lendemain. Et c'est là que l'anxiété s'invite. Parce que quand ton cerveau cherche désespérément à maintenir une version stable de toi, la moindre émotion forte ou incertitude devient une menace. Tu ressens chaque doute comme une perte de contrôle, alors que c'est juste ton cerveau qui essaye de se réajuster. Selon les neurosciences, les gens qui se parlent à eux-mêmes sont loin d'être étranges. En réalité, ils possèdent une forme particulière de régulation intérieure. Quand tu te parles, ce n'est pas de la folie. C'est ton cerveau qui crée un espace sûr pour clarifier ce que tu ressens. Tu vois, le cerveau humain n'aime pas le chaos. Alors il met des mots sur ce qui bouge à l'intérieur. Et parfois, ces mots ont besoin de sortir. Se parler à soi-même, c'est comme allumer une petite lumière dans un couloir sombre. Ça te permet de voir où tu mets les pieds. Les chercheurs appellent ça le self-talk, un mécanisme naturel qui active les zones du cerveau impliquées dans la planification, le contrôle émotionnel et la prise de décision. Alors quand tu te parles, tu ne t'inventes rien. Tu t'aides, tu t'accompagnes, tu te guides. Et ce qui est beau, c'est que ce dialogue intérieur n'est jamais vraiment neutre. Il trahit quelque chose, un besoin, une fatigue, une question restée trop longtemps en suspens. Certaines personnes se parlent pour se rassurer, d'autres pour s'encourager, d'autres encore pour s'empêcher de disparaître dans le silence. Parce que parfois, la seule voix
qui ne t'abandonne pas, c'est la tienne. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un signe de fragilité. Au contraire, c'est une forme de maturité émotionnelle. Les gens qui se parlent à eux-mêmes créent un pont entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils comprennent. Ils transforment l'intérieur en extérieur, le flou en quelque chose de tangible. C'est une façon de rester connecté à soi. Alors si tu te parles souvent, n'aie pas honte. Tu es en train de prendre soin de toi comme peu de gens savent le faire. Et parfois, pour avancer, il suffit simplement d'écouter cette voix que personne d'autre n'entend, mais qui t'a toujours accompagné. Selon la psychologie, les personnes qui n'arrivent pas à dormir sans couverture, même en pleine chaleur estivale, vivent ce qu'on appelle un auto-apaisement somatique. Ce n'est pas une question de température, mais de pression et de constance. Le corps ne demande pas de chaleur, il demande de la sécurité. Quand quelqu'un se glisse sous les draps, sort une jambe pour se rafraîchir, ou met ses bras sous l'oreiller, son système nerveux recrée en silence la sensation d'être tenu dans les bras. La couverture devient plus qu'un simple tissu, elle devient une frontière, un bouclier, un poids doux qui murmure « tu es protégé ». La psychologie montre ainsi que même une légère pression peut calmer le système nerveux autonome, réduire les hormones du stress et rappeler le réconfort d'un câlin. Les racines de ce comportement remontent souvent à l'enfance, dans des environnements où l'affection, les repères ou la sécurité faisaient défaut. Un enfant qui ne s'est pas toujours senti protégé a pu apprendre à créer lui-même ce sentiment de sécurité. Avec le temps, la couverture prend le rôle du câlin qui n'a pas été donné, du réconfort qui n'a pas été transmis, de l'ancrage face à un monde souvent écrasant. À l'âge adulte, cela se traduit généralement de deux façons. 1. La couverture comme armure. Être entièrement découvert n'est pas seulement inconfortable, c'est ressenti comme une vulnérabilité. Le tissu agit comme une barrière entre soi et le monde. 2. La couverture comme régulation. Son poids aide à calmer les pensées qui tournent en boucle, à stabiliser la respiration et à signaler au cerveau qu'il peut enfin se reposer en toute sécurité. Ce rituel n'a rien d'enfantile ni d'étrange. C'est simplement la façon qu'a le système nerveux de retrouver son équilibre. Pour certains, dormir ne consiste pas seulement à mettre fin à la journée, c'est aussi trouver la sécurité qu'ils recherchaient depuis toujours. Plus tu restes chez toi, moins tu as envie de sortir. Plus tu restes longtemps, plus ça devient lourd. Au début, refuser les sorties paraît anodin. Mais quand tu cesses d'interagir avec le monde, ton corps passe en mode conservation. Ton système nerveux sympathique, celui qui entraîne le combat ou la fuite, reste légèrement activé. Résultat, au lieu de te régénérer, tu baignes dans un stress léger mais constant. Cette dose de cortisol rend tout plus pesant. Même ouvrir la porte commence à ressembler à une menace. Le cerveau, lui, ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta survie. Et si tu lui apprends que dehors égale danger, il t'enfermera dans l'évitement. Exactement ce qui t'épuise. La libération n'a rien à voir avec de grands changements. Elle commence par de minuscules preuves de sécurité. Sors juste 2 minutes. Laisse ton regard toucher le ciel, fais sentir à ton corps « je suis en sécurité ici ». Puis, ajoute une micro-action chaque jour. Appelle un ami, change ton itinéraire, assis-toi dans un café 10 minutes. Chaque petite exposition rééduque votre système nerveux. Et voici le secret. Ton cerveau apprend par la répétition. Chaque petit pas envoie le même message. Le dehors est sûr, la vie est plus grande que ces 4 murs. Grandir dans une famille où personne ne s'excuse jamais, où les conflits ne sont jamais vraiment discutés, laisse une empreinte profonde dans le cerveau. Au lieu de considérer les disputes comme quelque chose de normal, ton système nerveux reste en état d'alerte permanente. Ton corps libère des hormones de stress et ton esprit repasse chaque mot en boucle. Tu peux alors te surprendre à t'excuser trop souvent, ou au contraire à ne jamais le faire, parce que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une relation saine. Sur le plan neurologique, le cerveau se connecte en fonction de ce qu'il vit le plus souvent. S'il n'a connu que le silence ou le blâme après un conflit, il associe le conflit au rejet. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, le moindre désaccord peut te donner l'impression que la relation est en danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau n'est pas figé. Grâce à la neuroplasticité, ton système nerveux peut littéralement se reprogrammer chaque fois que tu nommes tes émotions à voix haute, que tu respires avant de réagir, ou que tu dis les mots « j'avais tort ». Je suis désolé. Tu apprends à ton cerveau une toute nouvelle histoire, le conflit peut se réparer et la proximité peut revenir après la tension. C'est comme t'offrir petit à petit l'enfance émotionnelle que tu aurais méritée, une conversation saine à la fois. Selon les neurosciences, la mémoire émotionnelle est beaucoup plus puissante que la mémoire logique. Ton cerveau peut oublier un fait, mais ton corps, lui, n'oublie jamais une émotion. Ce phénomène commence dans l'amygdale, la petite zone de ton cerveau qui enregistre tout ce qui t'a fait peur, mal, ou profondément vibré. Elle ne retient pas les dates, ni les détails, ni ce que tu portais ce jour-là. Elle retient la sensation. C'est pour ça qu'une odeur, un lieu, un ton de voix peuvent te faire réagir avant même que tu comprennes pourquoi. Ton corps reconnaît quelque chose que toi, consciemment, tu as oublié. La mémoire émotionnelle, c'est ce qui te fait t'éloigner d'une personne sans savoir l'expliquer. C'est ce qui te serre la gorge quand quelqu'un hausse un peu trop la voix. C'est ce qui te fait trembler même quand tout va bien. Ton système nerveux ne réfléchit pas, il protège.
Et parfois, il protège trop. Il croit revivre un danger qui n'existe plus. Il réactive une douleur ancienne dans un présent qui n'a rien demandé, comme si ton passé était toujours assis dans la même pièce que toi. Mais voici la part la plus belle. La mémoire émotionnelle peut être rééduquée. Chaque fois que tu respires avant de répondre, que tu nommes ce que tu ressens, que tu te places dans un environnement sécurisant, tu apprends à ton cerveau que l'histoire a changé. Tu réécris doucement une nouvelle association, un nouveau souvenir, un nouveau message. Ce n'est plus dangereux. Si, parfois, tu réagis trop fort, trop vite, ou sans raison, ce n'est pas que tu es fragile. C'est que ton corps se souvient et qu'il essaye encore à sa manière de te protéger.